L'atmosphère d'espoir et de gravité qu'il avait accueillie à Madagascar, le général voyait ici succéder un enthousiasme débordant. C'est qu'en effet, Brazzaville garde aux premiers résistants de France une vieille affection personnelle. Acclamé tout le long du trajet par une foule en délire qui débordait le service d'ordre, le général trouvait ici un accueil émouvant et presque filial. Après avoir pris contact avec les autorités locales, le général de Gaulle était reçu à la cathédrale de Brazzaville où, fidèle à sa foi religieuse, il devait aller s'incliner au milieu des fidèles. Ensuite, il évoquait d'un geste le grand souvenir de Félix Éboué qui, dès 1940, rallia l'AEF à la France libre. Souvenir vieux maintenant de 18 ans, mais qui reste vivace aussi bien dans l'esprit du général que dans le cœur de Brazzaville. C'est dans le climat moral de ce souvenir que la foule congolaise devait écouter le chef du gouvernement lui exposer les principes de la future constitution. Mais sur cette terre illustrée par Savorian de Brazza, sur cette terre où pendant 4 ans, Radio Brazzaville fit entendre sur les ondes la voix de la France, et de cela tout le monde se souvient aussi bien en France qu'en AEF, la réponse populaire ne faisait pas de doute. Monsieur le Président du Conseil du gouvernement de la République française, dans la vie des nations et des peuples, il y a des instants qui semblent déterminer une part décisive de leur destin ou qui, en tout cas, s'inscrivent au registre de l'histoire en lettres capitales autour desquelles les légendes s'édifient, marquant de manière particulière, au graphique de la difficile évolution humaine, les points culminants. Les sommets qui expriment autant de victoires de l'homme sur lui-même, autant de conquêtes de la société sur le milieu naturel qui l'entoure. Monsieur le Président, vous venez en Afrique précédée du double privilège d'appartenir à une légende glorieuse qui magnifie la victoire de la liberté sur l'asservissement. D'être le premier chef du gouvernement de la République française à fouler le sol de la Guinée. Votre présence parmi nous symbolise non seulement la résistance, qui a vu le triomphe de la raison sur la force, la victoire du bien sur le mal, mais elle représente aussi, et je puis même dire surtout, un nouveau stade, une autre période décisive, une nouvelle phase d'évolution. Comment le peuple africain ne serait-il pas sensible à ces augures, lui qui vit quotidiennement dans l'espoir de voir sa dignité reconnue et renforce de plus en plus la volonté d'être égal au meilleur. La valeur de ce peuple, Monsieur le Président, vous la connaissez, sans doute mieux que nous autres, pour en avoir été juge et témoin aux heures les plus difficiles que la France ait jamais connues. Cette période exceptionnelle, à l'issue de laquelle la liberté devait ressurgir avec un éclat nouveau, une force décuplée, est marquée par l'homme d'Afrique d'une manière toute particulière, puisqu'il a, autour de la dernière guerre mondiale, rallié sans justification apparente la cause de la liberté des peuples et de la dignité humaine. À travers les vicissitudes de l'histoire, chaque peuple s'achemine vers ses propres lumières, agit selon ses caractéristiques particulières et en fonction de ses principales aspirations, sans qu'apparaissent nécessairement les mobiles réels qui le font agir. Notre esprit, rompu cependant à la logique implacable des moyens et des fins,
un type aux dures disciplines des réalités quotidiennes, est constamment attiré par les grandes nécessités de l'élévation et de l'émancipation humaine. L'épanouissement des valeurs de l'Afrique est freiné moins à cause de ceux qui les ont façonnés qu'à cause des structures économiques et politiques héritées du régime colonial en déséquilibre avec ses propres réalités et ses aspirations d'avenir. Depuis l'indépendance association, forme de fédéralisme déséquilibré proposée par De Gaulle à ses anciennes colonies, le Congo a toujours évolué en petit État fédéré qui dispose d'une autonomie constitutionnelle et fiscale sans souveraineté effective. La monnaie et la diplomatie déléguée à l'État central qu'est Paris. Même au plus fort du discours révolutionnaire, du PCT des années 70 et 80, cette réalité n'a jamais été dépassée. L'indépendance politique et financière, la nation et la devise « unité », travail, progrès, ne doivent pas être regardées comme des données dans ce pays mais des promesses non tenues depuis plus de 60 ans. Tout ceci montre que ce pays vit dans une virtualité institutionnelle depuis l'indépendance. La Constitution, fidèle réplique de la Constitution française. La politique, délégation d'une partie de la souveraineté à la France. L'unité, ethno-régionalisation du pouvoir. L'économie, balance commerciale déficitaire en faveur de Paris. Sous-valorisation des ressources par un patronage par affinités ethniques au détriment de la méritocratie et la non-remise en cause des schémas hérités de la colonisation qui impacte les politiques de développement. La culture, ethnicisation de la culture par la seule promotion des artistes proches du système. La langue, 2 langues déclarées nationales qui ne font partie d'aucun programme scolaire. Et sur le plan intellectuel, répétition des schémas de pensée directement hérités de la colonisation. Même si le français peut se justifier comme langue nationale, il n'en demeure pas moins qu'environ 20% de la population ne le parle avec un taux d'alphabétisation de 80,91% selon datapopulation.net, 2015. De ce fait, le système crée des citoyens à 2 vitesses et laisse en rade près de 1/5 de la population. Cette virtualité est encore plus marquée sur le plan économique. Le Congo accède à l'indépendance avec dans sa trousse une monnaie imposée, le CFA. Fluctue avec l'euro. La fixation de la parité de cette monnaie n'est pas une décision des Congolais. Les mécanismes de son fonctionnement sont rattachés à l'euro, une monnaie forte dont il faut analyser les impacts sur l'économie du Congo. Qu'est-ce qu'une monnaie forte? En termes simples, une monnaie forte fait référence à une devise dont la valeur est élevée par rapport à d'autres monnaies. Cela signifie que pour une certaine quantité de ta monnaie locale, tu peux obtenir plus d'une autre monnaie étrangère. Par exemple, si tu as de l'euro, tu pourras échanger moins d'euros contre des dollars si la monnaie euro est forte. 1. Les critères pour qu'une monnaie soit considérée comme forte. La stabilité économique. Une monnaie forte ne vient pas de nulle part. Elle est le reflet de la stabilité économique d'un pays. Si un pays a une économie stable, avec une faible inflation, un faible taux de chômage et un PIB en croissance, la valeur de sa monnaie tend à être forte. La monnaie des États-Unis, le dollar, est un autre exemple d'une monnaie forte. C'est principalement dû à l'influence de l'économie américaine et à son rôle de monnaie de réserve mondiale. Les taux d'intérêt et les politiques monétaires. Un autre facteur clé qui détermine la force d'une monnaie, c'est les taux d'intérêt fixés par la Banque centrale du pays. Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus la monnaie est attractive pour les investisseurs étrangers, car ils peuvent obtenir de meilleurs rendements. Ce phénomène augmente la demande pour la monnaie, ce qui la renforce. Un autre point, c'est l'action des banques centrales. Par exemple, la politique de la Banque centrale européenne, BCE, a une grande influence sur l'euro. Quand la BCE décide d'augmenter les taux d'intérêt ou de prendre des mesures restrictives, cela peut rendre l'euro plus fort par rapport à d'autres devises. Lors des périodes où la BCE augmente ses taux, l'euro grimpe souvent, ce qui affecte les entreprises qui exportent. L'impact sur les exportations. Tout n'est pas rose avec une monnaie forte. Il y a des inconvénients aussi. Par exemple, pour les exportateurs locaux, une monnaie forte peut poser problème. Si ton produit devient trop cher à l'étranger parce que ta monnaie est trop forte, cela peut réduire ta compétitivité sur les marchés mondiaux. Certaines entreprises locales peuvent avoir du mal à vendre leurs produits dans des pays où la devise locale est plus faible que l'euro. Risque pour le tourisme interne. Un autre inconvénient d'une monnaie forte, c'est pour le tourisme interne. Quand ta monnaie est forte,
Les touristes étrangers peuvent trouver que ton pays devient trop cher pour leurs vacances. Et ça peut nuire à l'industrie du tourisme, surtout dans des endroits où les visiteurs étrangers sont une grande source de revenus. Le Congo ne reflète pas les caractéristiques économiques décrites ci-dessus. C'est plutôt le contraire. Mais, en retour, le Congo dépose 65% de ses avoirs en devises dans un compte ouvert auprès du Trésor français. Ce compte, dit « compte d'opération », est géré par le Trésor français qui s'impose en policier de la politique budgétaire de ses néocolonies. La France s'assure ainsi le pouvoir de bloquer toute décision monétaire jugée incompatible avec ses intérêts. Sur le plan de la mixité ethnique, ce pays avait deux atouts majeurs qu'il a gâchés pour lancer la machine à intégrer, l'éducation et l'armée. L'armée a été ethnicisée, elle n'est plus le creuset intégrateur de la République. Au niveau de l'éducation, ils ont détruit l'école avec un investissement de 2% du budget national. Comble d'ironie, le système est plus apte à former des spécialistes de la pensée française de l'époque des Lumières et de la période contemporaine que des spécialistes de la pensée locale. Qu'a-t-on fait de l'héritage des royaumes Congo, Loango et Téké? Mais, à la décharge du colon, il faut savoir qu'il ne venait pas créer des États mais des colonies d'exploitation à administration directe avec des structures correspondantes. Une administration pléthorique dimensionnée pour l'AEF, Afrique équatoriale française, pour entretenir le système administratif, maintenu par nos dirigeants successifs. Pas ou très peu d'industrie de transformation locale qui induit une balance commerciale toujours déficitaire en faveur de Paris et un bilan négatif en termes d'emploi. La verticalisation du pouvoir issu du système colonial avec un monarque à la tête de l'État engendre logiquement ce genre de problème et maintient le pays dans la virtualité politique, économique et diplomatique parce que la corruption du pouvoir est plus facile et les dirigeants ne sont que de petits gouverneurs de Paris. Pour l'instant, le Congolais doit savoir qu'il n'est pas abandonné à son dictateur. Au-delà des efforts de résistance qu'il doit développer en interne, il existe des organisations internationales, ONU, ONG, etc., qui peuvent appuyer sa lutte vers la démocratie et mettre fin à cet état d'impunité des criminels. La seule contrainte vient de la nécessité d'une organisation rationnelle des différentes plaintes que nous portons auprès de ces organisations. Cela suppose un travail unitaire sérieux et solidaire de tous les démocrates. Je rappelle aussi que cette communauté internationale ne peut intervenir que si une résistance interne se développe dans le pays. Aide-toi et le ciel t'aidera. Dans différents domaines, élections, justice, etc., les organisations internationales sont de plus en plus actives pour accompagner les États dans l'élaboration des politiques visant à établir des institutions stables aux standards internationaux. Des procédures de saisine de ces organisations sont aussi mises en place pour interpeller ou faire condamner des dictateurs criminels. Que y a-t-il concrètement derrière cette idée de renforcement des institutions? Quelles institutions devons-nous solliciter pour faire boucler les auteurs du génocide? Comment allons-nous procéder? Passer la phase d'alerte en cours lancée par les différentes publications, livres, articles de presse, nous devons nous attacher à les consolider par des enquêtes laborieuses. Notre démarche s'intéresse ainsi, d'un point de vue macro, à la socio-histoire de la violence, en tâchant de comprendre comment celle-ci naît et s'organise. Cela, pour identifier les mécanismes de manipulation et d'instrumentalisation par la dictature des différents acteurs qui interviennent sur le théâtre des massacres. L'objectif, produire une expertise et plus largement un savoir global sur le fonctionnement du dictateur. Apprenons donc à connaître, à comprendre les mécanismes et les ressorts qui régissent ces organisations pour en saisir le champ d'action et la nature de la contribution qu'elles peuvent nous apporter dans notre combat pour la reconnaissance des génocides. Nous avons des modèles et des méthodes pour le traitement de ce genre de crimes, Arménie, Shoah, Cambodge et Rwanda, sachons les utiliser. Quels sont le rôle, le fonctionnement et les compétences de la CPI? La Cour pénale internationale, CPI, de La Haye a pour principal objet de poursuivre les individus coupables des crimes les plus graves au regard du droit international, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale qui définit les crimes, le mode de fonctionnement de la Cour, ainsi que la manière dont les États devront coopérer avec elle fut adoptée en juillet 1998. La 60e ratification nécessaire pour que la CPI entre en fonction a été déposée le 1er avril 2002 et le statut de Rome est entré en vigueur, le 1er juillet 2002. La CPI juge des personnes individuelles, contrairement à la Cour internationale de justice de l'ONU, CIJ,
pour les États. Au bac HGGSP-TLE, confondre CIJ et CPI, c'est l'erreur numéro 1 sur la justice internationale. Pourtant, ce sont deux institutions complètement différentes. L'erreur classique, croire que CIJ et CPI sont la même chose. Non, les deux siègent de bien à La Haye, aux Pays-Bas. Mais elles ont deux missions complètement opposées et ne jugent pas la même chose. Les deux juridictions à connaître absolument. La CIJ, Cour internationale de justice, créée en 1945 comme organe de l'ONU, juge les États sur des différends comme une frontière contestée. La CPI, Cour pénale internationale, créée en 2002 par le traité de Rome, juge les individus pour crimes de guerre, génocide ou crimes contre l'humanité. À retenir, CIJ pour les États, CPI pour les individus. Toutes les deux à La Haye. La Cour est une institution judiciaire indépendante, chargée de mener des enquêtes et de juger les personnes accusées des crimes les plus graves ayant une portée internationale, à savoir le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La CPI peut, en principe, exercer sa compétence si la personne mise en accusation est un national d'un État membre, ou si le crime supposé a été commis sur le territoire d'un État membre, ou encore si l'affaire lui est transmise par le Conseil de sécurité. Elle est conçue pour compléter les systèmes judiciaires nationaux. Elle ne peut exercer sa compétence que lorsque les juridictions nationales n'ont pas la volonté ou la compétence pour juger de tels crimes. L'initiative en matière d'enquête et de jugement de ces crimes est donc laissée aux États. On dit que c'est une cour occidentale, défendant le droit des puissants. Le double standard existe, mais l'acteur en est le Conseil de sécurité, pas la CPI. La Cour n'existe que par les ratifications des États, parmi lesquels on compte 30 États d'Afrique dont le Congo, 14 États d'Asie, 17 États d'Europe orientale, 24 États d'Amérique latine et des Caraïbes, et 25 États d'Europe occidentale et autres États. Comme bras judiciaire de l'impérialisme, on fait mieux. La CPI a ouvert 5 dossiers qui concernent tout le continent africain, ce qui permet des critiques faciles. Mais dans 4 cas, ce sont les pays eux-mêmes qui ont demandé à la Cour de prendre en charge des procédures qu'ils ne pouvaient assumer. Dans l'affaire du Soudan, pays n'ayant pas ratifié le traité de Rome, la CPI enquête car elle a été saisie par le Conseil de sécurité. La compétence de la Cour se décline en 3 points. 1. Compétence matérielle. La CPI est compétente à l'égard de 4 catégories de crimes, généralement considérés comme les crimes les plus graves. Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et lorsqu'une définition aura été adoptée, le crime d'agression. Par exemple, l'article 8 paragraphe 2 rappelle que constitue un crime de guerre le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. Monsieur le Président, il y a quand même un gros problème sécuritaire dans la région du Pool. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du Pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire que il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le pôle. Alors c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à savoir aujourd'hui concrètement ce qui se passe dans le pôle. Toute l'entièreté du département n'est pas bloquée, mais il y a des zones qui sont vraiment complètement recluses. Et donc moi et d'autres, j'ai travaillé essentiellement sur la base de témoignages. Il y a quelques ONG qui peuvent se rendre dans certaines localités, mais les principales localités. Mais ils vont pas dans les villages, donc ils vont pas, ils vont pas au plus près de là où se situent les combats. Et surtout, ils accèdent pas dans certaines zones où les populations ne peuvent pas sortir et sont véritablement prises en étau, en fait, entre ce qui se passe de part et d'autre. Que dites-vous à propos des critiques sur les exactions des forces de sécurité? On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinats, de torture, dans le Pool notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir? Bon, je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Je peux vous dire, vous êtes ici au Congo, vous êtes journaliste, et si vous aviez le temps, je vous aurais donné l'occasion de vous rendre dans le pôle.
Officiellement, il n'y a pas d'interdiction complète d'aller dans le pool. Même les autorités régulièrement disent à certains journalistes, vous pouvez y venir. Les raisons qui sont invoquées sont des raisons de sécurité, et c'est ce que disent aussi les humanitaires, parce qu'en fait la situation est très floue sur le terrain et les autorités sont pas en mesure de garantir, disent-elles, la sécurité suffisamment pour emmener des humanitaires. Dans le pool, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. On sait qu'il y a différents corps d'armée, on sait qu'il y a l'armée régulière, on sait qu'il y a la garde républicaine. Parfois, certains témoins racontent que les uns ont l'air d'agir un peu à contresens des autres. Donc on ne comprend pas très bien la stratégie, on ne comprend pas très bien l'enjeu de ce qui se déroule. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les populations sur place sont véritablement prises en étau, fuient les villages par centaines, par milliers, racontent que leurs villages sont incendiés par les forces de sécurité. Et donc ça pose beaucoup de questions. On ne comprend pas finalement qu'est-ce qui se joue réellement sur le terrain. On sait seulement que les populations en sont victimes. Donc le département d'État américain, l'émanation je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté, ait envoyé une mission dans le pool. Je ne suis pas sûr. Je crois Ils inventent. C'est une grosse erreur. Bon, il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde, je ne reviens pas là-dessus. Et il y a aussi eu des demandes de la part d'organisations des droits de l'homme pour enquêter sur place, pour aller là-bas et voir quelle est la réalité des exactions que racontent les témoins qu'on peut interroger. Et là, clairement, il y a des demandes répétées qui sont formulées et il n'y a pas de réponse. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le pool et d'entrer en contact avec les populations. Pour RFI, notre envoyée spéciale Florence Maurice a pu se rendre à quelques kilomètres des zones de combat. Elle en a rapporté 2 grands reportages, l'un sur les enjeux de cette crise qui s'enlise, ce sera diffusé la semaine prochaine, le jeudi 25 mai. L'autre que voici sur les terribles conditions de vie de ces déplacés dans le département de la Bouenza, où l'organisation Caritas se bat afin qu'on ne les oublie pas. Le pool, une crise humanitaire oubliée. Grand reportage signé Florence Maurice. Pour atteindre le site de Yamba, il faut parcourir une longue route crevassée. Javel Kimbassa représente dans le département l'ONG catholique Caritas. Il est l'un des rares à venir ici régulièrement. Ce jour-là, il apprend que l'armée vient de renforcer sa présence. Là, on nous fait savoir qu'il y a un autre détachement qui est placé juste à 1 kilomètre du site. Ça veut dire que la situation continue de se dégrader sur le terrain. La preuve, c'est qu'il y a à peine 3-4 jours, il y a eu une attaque. Parce que nous sommes à 6 km de la frontière avec le pôle. Quelques baraques en briques, des murs noircis, de la tôle rouillée, c'est dans ces ruines d'une ancienne société d'élevage abandonnée il y a 30 ans qu'un millier d'habitants de la région du Poul a trouvé refuge, faute de mieux. Du jour au lendemain, ils ont fui les crépitements d'armes et les bombardements, laissant tout derrière eux. Dans sa fuite, Gustave a perdu la trace de sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était comment? La mort n'attend pas sur place. Quand les armes avaient éclaté, chacun sa direction, en pêle-mêle, sans se rendre compte que j'ai une femme, un enfant. L'enfant prend sa prise, maman va là-bas parce qu'on fouillait la mort. C'était comme ça. À Yamba, Antoine Mananga, le chef du village, se souvient de cette journée du 4 octobre 2016 où il a accueilli les premiers déplacés. La première fois, j'ai croisé beaucoup de femmes et des enfants qui venaient à pied. Vraiment, ils sont arrivés avec rien, on est mort rien. Ils ont fui dans des conditions vraiment très bizarres. Et ils vivent dans des conditions vraiment difficiles. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à se faire traiter. Donc c'est vraiment du calvaire total. Il y en a beaucoup qui sont repartis? Non, retourner dans le pôle, c'est trop dur parce que là-bas, il n'y a pas accès de repartir là-bas. Il n'y a pas de gens là-bas. Vraiment, les maisons sont brûlées. Ils ont peur de rentrer. Allez. 2. Compétences personnelles et territoriales. La CPI est compétente pour juger les crimes commis par un ressortissant ou sur le territoire d'un État partie à son statut, ou d'un État non partie prenante qui a fait une déclaration exceptionnelle acceptant la compétence de la Cour. Lorsque c'est le Conseil de sécurité qui défère une situation à la CPI, la compétence de celle-ci n'est pas limitée aux ressortissants et territoires des États parties, mais elle sera déterminée par les termes de la saisine. 3. Compétences temporelles. La CPI est compétente pour juger les crimes commis après le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de son statut.
La Cour est donc compétente pour engager des poursuites contre des personnes physiques dans le cas où les crimes ont été commis sur le territoire d'un État qui a ratifié le statut de Rome. Les crimes ont été commis par un ressortissant d'un État qui a ratifié le statut de Rome. Un État n'ayant pas ratifié le statut de Rome a fait une déclaration par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour pour le crime commis. Des crimes ont été commis dans des circonstances qui mettent en danger la paix et la sécurité internationale ou y portent atteinte, et où le Conseil de sécurité a saisi la Cour conformément à l'article 7 de la Charte de l'ONU. Qui peut saisir la Cour? Le statut de Rome prévoit 3 procédures de saisine de la Cour. Le procureur de la Cour peut ouvrir une enquête lorsqu'un ou plusieurs crimes ont été commis, sur la base d'informations émanant d'une source quelconque, y compris de la victime ou de ses proches, mais seulement dans le cas où la Cour est compétente. Les États qui ont ratifié le statut de Rome peuvent demander au procureur d'ouvrir une enquête dans le cas où un ou plusieurs crimes ont été commis, mais seulement si la Cour est compétente. Le Conseil de sécurité de l'ONU peut demander au procureur d'ouvrir une enquête dans le cas où un ou plusieurs crimes ont été commis. Contrairement aux 2 procédures évoquées ci-dessus, la Cour est compétente lorsqu'elle est saisie par le Conseil, même si les crimes ont été commis sur le territoire d'un État qui n'a pas ratifié le statut de Rome ou par un ressortissant d'un tel État. Toutefois, dans chacun de ces cas, il incombe au procureur, et non aux États ni au Conseil de sécurité, de décider de l'opportunité d'ouvrir une enquête et, au vu des conclusions de celle-ci, d'engager des poursuites, sous réserve de l'accord de la chambre préliminaire de la CPI. Quel est le lien avec les juridictions nationales? Les juridictions nationales resteront compétentes pour juger ces crimes. En vertu du principe de complémentarité, la CPI n'interviendra que dans les cas où les tribunaux nationaux n'auront pas la volonté ou seront dans l'incapacité de le faire. En effet, un gouvernement peut ne pas avoir la volonté d'engager des poursuites contre ses propres citoyens, en particulier s'il s'agit de personnalités importantes. 1. Critères déterminant le manque de volonté. Procédure engagée ou décision prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale ou corruption des parties civiles par les autorités. Retard injustifié incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée. Procédure menée de manière non indépendante ni impartiale, incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée. 2. Critères déterminant l'incapacité. Effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil judiciaire de l'État concerné ou indisponibilité de celui-ci, rendant impossible l'appréhension de l'accusé, la récolte d'éléments de preuve ou affectant autrement le déroulement de la procédure. À la lumière des éléments présentés, notre démarche est d'apporter toutes les preuves possibles pour traduire les auteurs des génocides 1999, 2000 et 2016, 2018, dans le pool. Pour cela, appuyons-nous sur le concept de génocide dans son acception première. Ce concept est né après la Seconde Guerre mondiale et s'est appliqué rétrospectivement au massacre des Arméniens, 1915, et des Juifs d'Europe, 1941 à 1945, puis au massacre plus récent des Cambodgiens, 1975, et des Tutsis, 1994. Les génocides sont la forme extrême du crime contre l'humanité, un concept également issu de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, sitôt après la destruction du Troisième Reich, les vainqueurs se montrent déterminés à juger ses représentants, coupables d'avoir déclenché le plus épouvantable conflit qui soit. C'est une première dans l'histoire des relations internationales, car, jusque-là, il était habituel que toute guerre se termine par des négociations de paix. L'accord de Londres du 8 août 1945 établit donc les statuts du tribunal militaire international de Nuremberg, qui doit juger les criminels nazis. Il invoque à leur propos le « crime contre l'humanité ». C'est la première utilisation de ce concept dont l'invention revient à Robespierre. Les juristes de Londres le définissent comme l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, article 4. Sa conséquence juridique fondamentale est d'être imprescriptible. Ces auteurs peuvent être poursuivis jusqu'au dernier jour de leur vie. Par sa résolution 96, l'ONU définit le génocide comme un déni du droit à la vie des groupes humains, que ces groupes raciaux, religieux, politiques et autres aient été détruits entièrement ou en partie. À la lumière de ces éléments et des articles 4 et 8, nous voyons qu'il existe plusieurs chefs d'accusation pour génocide, exécution, viol systématique, déscolarisation, destruction de l'habitat,
déplacement en masse des populations et famine, 20% d'enfants atteints de malnutrition selon l'OMS. Ces phénomènes ont tous été constatés sur le théâtre des opérations dans le Pool. Pour confirmer ces faits de génocide, les démocrates congolais doivent travailler sur les outils qui permettront de collecter toutes les preuves sous forme de témoignages dans une démarche rationnelle et collégiale et dans la complémentarité des compétences juridiques, scientifiques et sociologiques des enquêteurs pour compléter l'arsenal des faits déjà existants. Certaines preuves sont à chercher dans certains articles de la Constitution du dictateur dans lesquels il avoue, à demi-mot, son comportement criminel en cherchant à s'en exonérer parce que la peur de la CPI est une réalité chez lui. Je trouve même plausible l'existence d'une corrélation entre sa volonté de mourir au pouvoir et la peur viscérale d'être extradé vers les cours internationales compétentes pour crimes contre l'humanité. N'est-ce pas ce qui ressort des articles ci-dessous? Article 96. Aucune poursuite pour des faits qualifiés crimes ou délits ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. Ici, le dictateur se donne le permis de tuer, une première mondiale dans une constitution. Pour celles et ceux qui courent après le dialogue, voici une des contreparties que le dictateur peut mettre sur la table des négociations. Est-ce négociable? Article 10. Sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère, pour quelque motif que ce soit. L'État a le devoir de porter assistance à tout citoyen congolais poursuivi devant une juridiction étrangère ou internationale. Le statut de Rome portant création de la CPI, ratifié par le Congo en mai 2004, est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 10 de la nouvelle constitution congolaise, adoptée en octobre 2015. Une autre forme d'aveu de culpabilité est caractérisée par la volonté de se retirer de la CPI avec l'instrumentalisation de jeunes qui manifestaient pour le retrait du Congo de cette cour, RFI, 5 novembre 2016 à 4h44. Pour essayer de conjurer le sort, il est allé à s'afficher avec la présidente africaine de la CPI. Autant d'aveux, sous-entendus, ne montrent-ils pas l'inquiétude du dictateur d'être traduit devant les tribunaux internationaux? Article 96. Aucune poursuite pour des faits qualifiés crimes ou délits ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison conformément à la loi. Ici, le dictateur se donne le permis de tuer, une première mondiale dans une constitution. Pour celles et ceux qui courent après le dialogue, voici une des contreparties que le dictateur peut mettre sur la table des négociations. Est-ce négociable? Article 10. Sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère, pour quelque motif que ce soit. L'État a le devoir de porter assistance à tout citoyen congolais poursuivi devant une juridiction étrangère ou internationale. Le statut de Rome portant création de la CPI, ratifié par le Congo en mai 2004, est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 10 de la nouvelle constitution congolaise, adoptée en octobre 2015. Une autre forme d'aveu de culpabilité est caractérisée par la volonté de se retirer de la CPI avec l'instrumentalisation de jeunes qui manifestaient pour le retrait du Congo de cette cour, RFI, 5 novembre 2016 à 4h44. Pour essayer de conjurer le sort, il est allé jusqu'à s'afficher avec la présidente africaine de la CPI. Autant d'aveux, sous-entendus, ne montrent-ils pas l'inquiétude du dictateur d'être traduit devant les tribunaux internationaux? Malgré toutes les garanties que se donne la dictature, les Congolais doivent persister dans la voie de dépôt des plaintes. Ces crimes sont imprescriptibles. Merci d'avoir suivi Point de vue. À bientôt.